Une heure avec Antoine Compagnon. Une émission de Frédéric Casadessus. Bonsoir à tous. Il y a peut-être une vingtaine d'années, assis sur un banc du parc des Buttes-Chaumont, votre serviteur lisait, ou plutôt relisait, du côté de Guermantes. Un Lubavitch vint s'asseoir et, voyant la couverture de la bibliothèque de la Pléiade, me dit en souriant « Il est de chez nous ». Cette douce familiarité entre un Lubavitch et Marcel Proust est restée gravée dans ma mémoire. Et bien sûr, à l'occasion de la sortie de ce nouveau livre d'Antoine Compagnon, Proust du côté juif, dans la collection Bibliothèque illustrée des histoires chez Gallimard, je n'ai pu m'empêcher de partager cette anecdote, non seulement avec notre invité, mais avec vous, chers auditeurs. Proust était-il juif? Et si oui, de quelle façon? Ou plus exactement, quels sont les indices, les traces dans son œuvre, dans sa vie, qui nous laissent penser que le judaïsme avait marqué le fils d'un chirurgien goy et d'une femme au solide tempérament, mais cela, c'est une autre histoire dont nous allons parler. Antoine Compagnon, bonsoir. Bonjour, bonjour. Merci de nous accueillir chez vous, où nous enregistrons cette émission quelques jours avant la diffusion du programme. Ce qui explique pourquoi je vous dis bonsoir et pourquoi vous me dites bonjour. Mais après tout, puisque nous allons parler de Marcel Proust, l'entrechoc des temporalités peut se concevoir. Absolument, puisqu'il se levait, il disait bonjour en fin d'après-midi, donc Céleste lui apportait son café pas avant le début de la soirée, quoi. Ce qui lui faisait peut-être une sorte de point commun avec Gaston Gallimard, lequel, pendant une solide partie de sa jeunesse, se réveillait à 11h du matin, dit Pierre Assouline, avant de se dire qu'il fallait bien faire quelque chose de son existence. Bref. Alors, avant de parler de Marcel Proust, et le judaïsme, j'aimerais, Antoine Compagnon, que vous nous disiez quelques mots de vous. Est-ce qu'après tout, dans une mise en abîme du Contre Sainte-Beuve, le parcours d'Antoine Compagnon éclairera son œuvre? Ça, je n'en sais rien. Mais en quelques mots, avez-vous découvert la littérature comme pas mal de petits garçons en lisant Les Trois Mousquetaires ou bien par d'autres chemins? J'étais un lecteur quand j'étais enfant. Bon, sans doute que j'étais un lecteur assez assidu. Oui, j'ai lu Les Trois Mousquetaires, j'ai lu Le Comte de Monte-Cristo. Je n'ai jamais été un fanatique de Jules Verne, ce qui était souvent le cas des garçons de ma génération. J'ai lu La Comtesse de Ségur parce que j'avais une sœur aînée qui a 2 ans de plus que moi, donc j'ai beaucoup lu la Bibliothèque rose autant que la Bibliothèque verte. Et puis quand j'étais adolescent, c'était l'époque où on avait ces longues vacances qu'il s'agissait de meubler par des lectures. Donc je me souviens de lectures qui m'ont beaucoup marqué lorsque j'avais 13 ans, 14 ans. Je dis toujours que la lecture qui m'a le plus marqué à cette époque-là, c'est le Rouge et le Noir de Stendhal, dans lequel j'ai l'impression d'avoir presque tout appris là, ce que c'est que l'amour et ce que c'est que le pouvoir, ce que c'est que la politique. C'est la leçon de vie qui a été probablement la plus importante. Puis ensuite, j'ai très vite lu La Chartreuse de Parme, mais oui, c'est dans ces 2 livres-là que je crois avoir le plus appris. Puis j'ai lu Proust quand j'avais 16 ans. C'était l'année de ce qui s'appelait Matélème. J'ai lu Du côté de chez Swann. Et bon, comme tous les lecteurs de Proust, j'ai d'abord été un peu perdu, parce que quand c'est un livre que l'on ouvre, on sait pas très bien où on est désorienté. Le héros lui-même raconte dans les premières pages une expérience de réveil et de désorientation. Ce moment
trouble où pendant quelques instants, l'on ne sait pas où l'on se trouve, hein, dans quelle chambre, était-ce Doncières, Balbec, Venise, Paris. Et puis pendant un moment, on n'a pas d'identité. Et ben, c'est une expérience éprouvante, et c'est une expérience que l'on ressent lorsqu'on ouvre La Recherche du temps perdu. On est perdu pendant assez longtemps, au moins pendant les 30 premières pages, jusqu'à l'épisode de la Madeleine, où on se retrouve un peu. Bon, moi j'ai lu du côté de chez Swann, donc j'avais 16 ans. C'est certainement Combray qui m'a accroché plus qu'un amour de Swann, et que ces expériences d'un amour qui me paraissait encore un peu exotique, défini par la jalousie, par la souffrance, par la haine. En revanche, Combray qui parlait de l'enfance, oui, ça m'a tout de suite touché. Donc j'ai été un lecteur. Oui, j'étais un lecteur assez intense dans l'époque, y compris dans l'époque de mes études scientifiques où je lisais beaucoup de littérature. Si je vous ai posé cette question, on dira quelques mots bien sûr après de votre parcours et de votre métier, donc de votre parcours professionnel. C'est qu'il me semble qu'en France tout particulièrement, il existe des familles de lecteurs. Tenez, parmi les Proustiens, il est un fan de Jules Verne. Jean-Yves Tadier, vous êtes un lecteur d'Alexandre Dumas, ce qui vous range plutôt du côté de l'histoire que du côté de la géographie, pourrait-on dire. Et puis, il existe les passionnés de Balzac. Peut-être sont-ils associés ou peuvent-ils être associés aux amateurs de Victor Hugo. La famille de Stendhal en est différente, non? J'ai beaucoup lu Balzac aussi, j'ai pas mentionné. Non, mais ça, je m'en doute. Mais le coup de cœur, on peut aimer Balzac et Stendhal d'ailleurs. C'est ça. Mais si je pense à des livres qui m'ont véritablement formé, c'est Stendhal. Voilà. Au sens je disais, de l'analyse de l'amour et du pouvoir. Hein. Alors qu'il n'y a rien de plus important dans la vie, sans doute. Que l'amour et le pouvoir. Pour un petit Français pastichon. Oui. Et bon, évidemment, dans Balzac, on apprend beaucoup de choses. Alors, vous dites, est-ce que c'est plutôt l'histoire que la géographie En tout cas, entre Verne et Dumas. Oui. Bon, c'est vrai que il y avait chez moi sans doute un tempérament historien dont je m'étais pas rendu compte longtemps, puisque bon, les livres, maintenant je fais des livres qui sont publiés dans la bibliothèque des histoires chez Gallimard, que ce soit Les Chiffonniers ou celui-ci. Bon, j'ai beaucoup travaillé avec Pierre Nora, qui est mon éditeur depuis longtemps, donc c'est vrai que c'est devenu de plus historien que je ne l'étais au début. Quant à la géographie, je suis tout de même géographe ou topographe, au sens où j'insiste beaucoup quand je parle de Proust sur le fait que, justement, je disais, on est désorienté dans un livre, n'importe quel livre, quand on ouvre les premières pages. Oui. On est désorienté. C'est d'ailleurs ce qui fait la beauté de la lecture, c'est de pénétrer chaque fois qu'on ouvre un livre, à condition que ce soit un livre original, parce qu'il y a des livres qui ne font que répéter ce que l'on voit tous les jours et qui se répètent eux-mêmes. Mais dès qu'on a affaire, j'ai envie de dire, à un vrai livre, cela doit commencer par l'expérience de l'égarement. Et puis, je crois qu'on conquiert un livre comme on conquiert un terrain. On s'y repère peu à peu, et Proust lui-même parle beaucoup de cette expérience géographique ou topographique de la littérature. Bon, il dit lui-même, il décrit cette expérience que j'évoque. Il parle, quand on prend un livre, il dit de Maeterlinck ou de Francis James, ou un livre inconnu de Joubert ou de Chamfort. Mais il faut penser à George Eliot, qu'il a beaucoup lu. On est d'abord déconcerté. Et puis, peu à peu, il dit, on reconnaît quelque chose comme des poteaux indicateurs, des balises. Et il décrit l'expérience de la lecture comme une expérience qui est véritablement celle d'un terrain.
hein. Il faut se retrouver, et il parle de cette boussole intérieure, ce sens de l'orientation. Je crois qu'un bon lecteur, c'est quelqu'un ou quelqu'une qui a ce sens de l'orientation dans les livres, qui est une sorte de flair, hein. Et c'est un flair qui s'acquiert, hein, c'est pas qui s'acquiert par la lecture. C'est sans doute qu'il y a des dispositions innées. Il y a des gens qui se sentent mieux dans les livres et des gens qui n'aiment pas être perdus dans les livres. Mais ce flair, c'est le fait de beaucoup lire qui le cultive et qui permet d'aimer à la fois ce sentiment de désorientation et puis de retrouver ce que Proust appelle, il a un beau mot, il parle de réminiscence anticipée. On reconnaît des choses que l'on a soi-même pensées, mais qu'on n'a pas su formuler, des choses qui sont restées un petit peu dans les limbes, peut-être pas dans l'inconscient, mais en tout cas dans le préconscient, et puis alors ça se formule, c'est l'expérience qu'il raconte des Combray lorsqu'il disait que dans Bergotte il retrouvait des choses qu'il avait dites à Françoise et qui sont là dans les livres, mais alors maintenant elles sont vraiment formulées. Donc il parle de réminiscence anticipée. Bon, c'est sûr que beaucoup de lecteurs de Proust, moi-même, quand je dis que j'ai lu Proust à 16 ans, j'ai reconnu l'expérience de la mémoire involontaire. C'était quelque chose que, comme beaucoup de gens, j'avais expérimenté dans ma vie. Une sensation, une odeur, un bruit qui soudain vous fait revenir à la mémoire brutalement, brusquement, avec beaucoup de bonheur, un lieu que vous avez tout à fait oublié. C'est encore une fois, c'est un lieu, vous voyez que... Oui, donc, justement... pour moi, c'est de la géographie. Hein, alors, il y a vraiment une forte dimension géographique ou topographique de Proust. Mais Le Rouge et le Noir commence aussi par, notamment par un vol d'aigle, donc par une saisissante représentation de la géographie, pour des raisons qui ne sont pas que géographiques, j'en conviens le premier. Alors, j'aimerais vous demander quels étaient vos paysages d'enfance, Antoine Compagnon. Mes paysages d'enfance, bon, je suis un enfant qui a beaucoup voyagé parce que mon père était militaire, il était officier, donc je n'ai jamais fait plus de 3 années dans la même école jusqu'à à travers toutes mes études. Donc quand j'étais tout petit, nous vivions à Londres, en Angleterre. Ensuite, nous avons vécu en Tunisie pendant quelques années, puis pendant quelques années à Paris. C'était les années de la guerre d'Algérie, donc mon père était en Algérie et comme officier, et nous, les enfants, avec ma mère, on habitait à Paris. Puis ensuite, on est parti aux États-Unis, donc j'ai fait une partie de mes études secondaires à Washington, aux États-Unis. Puis ensuite, je suis revenu en France et j'étais en pension. Donc, vous voyez que c'est plutôt urbain. Hein. Il n'y a pas d'enracinement familial, il n'y a pas de lieu, il n'y a pas de Combray, qui d'ailleurs est assez factice. Hein. Il n'y a pas de Combray, il n'y a pas de lieu de l'origine. Ça a été plutôt donc de nombreux déménagements et des paysages urbains. Hein. Donc, de ce point de vue, je suis plutôt, j'ai envie de dire, baudelairien. C'est les paysages de Paris, des villes. Je me sens bien dans les villes et je passe finalement peu de temps de ma vie hors des grandes villes. Je suis un urbain. Alors, sans doute, nos auditeurs, Antoine Compagnon, vous auront entendu employer une expression qui ne dit plus grand-chose aux tout jeunes gens qui sont engagés dans les études supérieures, mais enfin, Mathelem. Est-ce à dire que, d'emblée, vous aviez l'esprit plutôt scientifique lorsqu'il s'agissait de mener vos études ? Bon, j'ai subi ce qu'on appelle la sélection par les mathématiques, qui est très courante dans l'enseignement secondaire français.
Et donc, bon, Mathelem, c'était la terminale qui est ensuite devenue la terminale C, puis la terminale S, mais qui depuis le 19e siècle, et bon, c'est pas que je sois un homme du 19e siècle, mais quoi qu'à force. Mais à mon époque, ça s'appelait encore Mathelem, et puis ensuite on allait en maths sup et en maths spé. Il y avait cette hiérarchie LM sup spé. Donc, bon, j'étais élève en Mathelem, j'étais bon en mathématiques, donc j'ai suivi la voie et à la vérité sans trop me poser de questions, peut-être justement parce que ma scolarité avait été assez chahutée dans différents pays. On était revenu peu auparavant, enfin j'étais revenu des États-Unis, j'étais dans un internat, je connaissais pas grand-chose aux études françaises, à la sélection, donc j'ai suivi la voie où on m'envoyait et, sans déplaisir, hein, sans déplaisir. Oui. Non, j'ai été très heureux des études scientifiques que j'ai faites. Donc, j'ai eu une formation scientifique assez poussée puisque je suis devenu ingénieur à l'école polytechnique et puis ingénieur des ponts et chaussées. Donc, c'était... J'adore les gens qui réussissent des parcours exceptionnels. Vous présentez toujours cela comme si finalement tout cela était très simple. Tout de même, c'était extraordinaire votre parcours. Écoutez, c'était, je racontais l'autre jour, si j'allais parler à des élèves à l'école polytechnique, que les études à l'école polytechnique, j'ai pas le souvenir d'avoir travaillé à l'école, parce que tout était du dessert. Après les classes préparatoires, tous les cours étaient des bonheurs intellectuels. Et donc, dans ces études, c'était amusant. Tout était amusant. On découvrait des disciplines auxquelles on n'avait pas touché. On était au bord dans les classes préparatoires. Donc on découvrait la physique quantique quand on arrivait à l'école. On découvrait la topologie. On découvrait des tas de nouvelles disciplines, la mécanique statistique. On découvrait tout ça et on était prêt pour ces cadeaux, en fait. Donc vous pouvez ne pas avoir l'impression de travailler et être heureux. Et puis... Diriez-vous que vous étiez un Fabrice Del Dongo qui aurait trouvé le champ de bataille d'Austerlitz ? Je ne sais pas, mais oui, j'ai sûrement eu de la chance parce que c'était de bonnes années. Bon, on idéalise toujours un peu ces 20 ans, mais je crois sincèrement que bon, quand je suis arrivé à Paris, donc... comme étudiant, c'était en 1970, c'était une période qui était intellectuellement très brillante, mais je dirais aussi bien d'un point de vue scientifique. Bon, à Polytechnique, j'avais comme professeur de maths, d'analyse Laurent Schwartz, qui est bon l'un des grands mathématiciens. Donc j'ai jamais vu d'aussi beaux cours d'aucune discipline que les cours d'analyse de Laurent Schwartz. Je crois que tout le monde disait ça, tout le monde a été profondément marqué par ses cours. Puis en même temps, les années 70 à Paris, c'était des années de très très grande effervescence intellectuelle. Quand je suis arrivé à l'X, qui était encore sur la montagne Sainte-Geneviève, je suis allé assister à des cours au Collège de France. J'ai souvent raconté ça. Le Collège de France était à 100 mètres de l'école polytechnique, donc on pouvait y aller, faire un saut. Et je suis allé au séminaire de Lévi-Strauss. J'avais raconté ça dans ma leçon inaugurale. Première fois que je suis allé au séminaire de Lévi-Strauss, il y avait un invité inconnu qui parlait, qui analysait un poème de Du Bellay. C'était Roman Jacobson. Donc il y avait de grands cadeaux qui étaient très accessibles. Maintenant, c'est plus fermé, tout ça. Il faut montrer patte blanche pour entrer dans les bâtiments universitaires. Oui. C'est plus contrôlé. Il y a Vigipirate. Enfin, il y a tout ça. Oui, il fut un temps où on rentrait au Collège de France, j'allais dire comme dans un moulin, mais un moulin de science et d'inspiration. Absolument. C'est ce que je faisais donc quand j'avais 20 ans. On allait à la Sorbonne suivre un cours de philosophie. On allait à la faculté de droit avec quelques amis. On allait assister au séminaire de Lacan à la faculté de droit, puis on allait piocher un peu partout ce qui se faisait. J'ai assisté au cours de Michel Foucault au Collège de France également,
À l'époque, il faisait surveiller et punir. Enfin, tous ces cours qui étaient les grands cours, c'était la meilleure époque. J'ai assisté au séminaire de Roland Barthes, puisque je me suis lié avec lui à cette occasion. Donc, tout ça, on allait, c'était ouvert. On entrait, on sortait, et on en retenait quelque chose. On était marqué par tout cela. Bon, je dis, chacun idéalise ses 20 ans, mais je crois que j'ai eu beaucoup de chance dans ce moment auquel j'ai été formé, quoi. Est-ce à ce moment-là que vous est venu le désir d'analyser la littérature, les relations entre le langage, l'histoire, les sociétés? Quand j'étais élève à l'école polytechnique, bon, j'étais un lecteur, je vous disais, donc j'avais voulu aller voir ce qui se faisait à la fac de lettres, et j'ai fait une licence de lettres en même temps qu'à Polytechnique, mais c'était sans aucun but, c'était par pure distraction, par curiosité de ce que l'on fait en lettres. Ensuite, j'ai fait une maîtrise de lettres. Là aussi, c'était l'année de mon service militaire, c'était pour m'occuper, il n'y avait pas de... je fais ça le soir, pour m'occuper sans but. Il n'était pas question pour vous de vous faire exempter, comme un certain nombre de jeunes gens de votre génération le faisaient. Il n'en était pas question, puisque j'étais élève à l'école polytechnique et qu'à la sortie, on était officier, donc on était... Je dis ça avec plaisanterie, évidemment. Mais d'ailleurs, c'est pas une expérience que je regrette du tout, parce que c'est une expérience qui... Bon, on nous dit maintenant toujours qu'il n'y a pas assez de diversité. Oui. C'était la rencontre de la diversité. Pour moi, de rencontrer, parce que à l'époque, quand j'ai fait mon service militaire, j'étais sous-lieutenant, donc je m'occupais d'une section de recrues, enfin Donc l'apprentissage pour vous du commandement. Voilà. Et en particulier, je me souviens je vous ai raconté tout à l'heure le terrain, l'apprentissage du terrain de toute ma carrière de professeur, c'est-à-dire maintenant près de 50 ans d'enseignement. L'expérience la plus difficile de toute ma vie, c'était lorsque j'étais sous-lieutenant et que j'avais une section et que je devais chercher à les faire marcher avec une boussole et une carte dans une forêt. Et c'était la chose la plus difficile à enseigner à une vingtaine de jeunes gens de 20 ans. Hein. Marcher avec une carte et une boussole et se retrouver. C'est ça, lire. C'est ça, lire. Oui. C'est avoir une boussole intérieure, comme dit Proust, et lire un livre comme une carte. Donc oui, lire, c'est de la topographie. Bon, alors, je ne dois pas perdre ma boussole d'intervieweur et donc vous ramener là où vous en étiez. C'est le moment où, à Polytechnique, vous explorez la littérature comme domaine d'études. Voilà. Alors, pendant un certain temps, j'ai pensé qu'il y avait un terrain médian entre la littérature et la science à laquelle j'avais été formé, et c'était la linguistique. Mais là aussi, c'est pas une découverte, puisque dans les années 70, la linguistique était très à la mode. On disait c'était la science pilote, il faut faire de la linguistique pour aller partout. Et la linguistique, pour moi, c'était une sorte de médiation entre les deux cultures, la culture scientifique et la culture littéraire. Donc c'est là que je suis allé, c'est vers la linguistique. Je vous disais que on allait voir un peu tout ce qui se faisait à l'époque. Quand j'étais élève à l'Ix, je suis allé à Vincennes. Vincennes, c'était le haut lieu de la linguistique, donc j'ai suivi les cours à Vincennes. Non, j'allais voir. J'ai suivi les cours de Nicolas Ruvet, que j'ai bien connu, de Maurice Grosse, de Pierre Ancrevet. Vous allez le citer, puisque vous savez qu'il était protestant, très engagé dans notre famille spirituelle. Pierre, je l'ai bien connu. Ah, mais ça me fait plaisir que nous évoquions Pierre, qui était un homme merveilleux. Et je peux vous dire que j'ai donc suivi son cours de phonétique à Vincennes en 1971 et que nous sommes restés liés. Je l'ai encore revu assez souvent. Enfin, c'est quelqu'un que j'aimais bien, que je connaissais bien. Alors, évidemment, à l'époque, il n'avait pas remarqué que j'étais parmi ses étudiants, mais je lui ai dit bien plus tard que ce que je lui devais. Tout ça pour vous dire que j'ai pensé pendant un certain temps que la linguistique pouvait être le terrain
je parle encore de votre épanouissement, peut-être. Épanouissement entre sciences et lettres. Et puis il y avait aussi un certain nombre de choses qui intéressaient à l'époque. On parlait beaucoup de traduction automatique. Puis je faisais de l'informatique. Il y avait donc l'intérêt pour Chomsky, c'était l'intérêt pour la linguistique générative, la recherche de cette langue universelle sous la diversité des langues qu'il fallait rejoindre pour passer d'une langue A à une langue B, il fallait passer par la langue universelle. La grammaire universelle. Bon, maintenant on fait de la traduction automatique, mais c'est pas du tout comme ça que ça marche. C'est quand on fait Google pour traduire des textes, c'est le big data. Donc c'est allé dans une toute autre direction. Mais encore une fois, c'était la linguistique que j'imaginais et l'informatique. Et j'ai fait beaucoup d'informatique à l'époque que j'imaginais comme une médiation. Et puis j'ai déposé un sujet de thèse qui était encore frontière linguistique. C'est mon premier livre qui portait sur la citation, qui s'appelle La Seconde Main, qui a été publié aux éditions du Seuil à la fin des années 70. Et la citation était un objet sur lequel je pouvais parler d'un point de vue logique, d'un point de vue linguistique, d'un point de vue phénoménologique, et puis d'un point de vue historique. Et je suis passé à travers ces différents points de vue dans ce qui était ma première thèse, mon premier livre. Alors j'ai eu beaucoup de chance, parce qu'à l'époque j'étais donc ingénieur des ponts et chaussées, et j'ai eu une bourse de thèse de 3 ans, qui était donc une bourse de thèse littéraire. Et oui, là vous sortiez carrément du sang d'origine. Voilà, c'est ça qui m'a fait basculer. C'est à travers cette institution qui s'appelle la Fondation Thiers, qui était une institution assez étrange, où on était 15 pensionnaires, donc en gros les promotions c'était 5, puisqu'on y restait 3 ans, et pendant ces 3 ans, on était tout à fait libre de faire ces recherches, ce qui à l'époque était exceptionnel. Il y avait peu de possibilités de cette sorte. Puis beaucoup des maîtres que j'ai connus et qui, par la suite, il faut dire que là aussi c'était une énorme chance, sont passés par là. Michel Foucault, que je citais, était passé par là. Pierre Nora, que je citais, était passé par là. Marc Fumaroli était passé par là. Ils s'étaient tous les 3 connus, ils étaient de la même génération. Ils s'étaient connus à la Fondation Thiers. Donc, pendant 3 ans, j'ai fait cette thèse qui est devenue donc ce premier livre, La Seconde Main. Et une fois que je suis sorti de la Fondation Thiers, je n'ai pas eu très envie de retourner à l'activité d'ingénieur. Et donc j'ai cherché à aller dans l'enseignement, et j'ai obtenu finalement sans trop de peine, là aussi avec la chance, un poste de ce qui s'appelait à l'époque maître assistant à l'université. Donc j'ai été maître assistant à l'université de Rouen pendant un certain nombre d'années, et là j'avais tout à fait basculé, puisque j'étais maître assistant, j'enseignais des cours, et puis ma thèse sur la citation m'avait fait devenir, comme on dit, spécialiste de Montaigne, parce qu'il y avait une grande partie sur Montaigne qui est la partie historique portée sur Montaigne qui est l'homme de la citation. Et je suis toujours resté fidèle à Montaigne depuis ce moment-là. Donc j'ai travaillé sur les citations de Montaigne, donc dans ce milieu des années 1970, et j'ai continué jusqu'à aujourd'hui. À l'automne prochain, là, en septembre, je ferai encore un cours sur Montaigne à Columbia, où j'enseigne toujours, à New York. Donc Montaigne est resté, disons, un pôle très fort de mes recherches depuis ce moment-là. Bon, à Rouen, j'avais un poste donc de maître de conférence de littérature française, et bon, j'avais bifurqué assez nettement, mais vous voyez que ça s'est fait comme ça, de manière finalement assez souple, sans conversion, comme on se convertirait au pilier de Notre-Dame. Notre-Dame, rien de tel. Vous voyez que c'est fait de manière un peu, comme on dirait aujourd'hui, incrémentale, passant avec cette formidable ouverture qu'était Paris au début des années 70, le passage par la linguistique,
la grande chance d'avoir une bourse de thèse de 3 ans. Bon, ça c'était aussi un cadeau exceptionnel. Oui, beaucoup de chance. Antoine Compagnon, vous avez eu beaucoup de chance et vous avez encore beaucoup de modestie à raconter ce parcours d'excellence. Mais je désirerais souligner à l'attention de nos auditeurs que la fluidité de votre récit, tel qu'ils peuvent l'entendre, se retrouve dans vos livres. Que vous abordiez les chiffonniers au XIXe siècle à Paris, ou Proust, vu, comme vous le dites, du côté juif, ou d'autres sujets encore, à chaque fois, ce qui me frappe, c'est l'alliance, j'allais dire l'alliage presque, de la science et de la clarté d'analyse, de la limpidité du discours. On vous suit très bien à chaque fois. Vous donnez des tas de références, vous donnez des tas de références d'archives. C'est un livre authentiquement scientifique que ce Proust du côté juif. Et pourtant, on ne perd jamais le nord pour utiliser la question de l'orientation. Et il me semble que chez vous, il y a une chose dont nous n'avons pas encore parlé, c'est le sens du rythme. Alors, bon, je crois qu'il faut dire plusieurs choses pour répondre à cette question. La première, c'est que oui, j'ai eu une formation scientifique. Et donc, je crois que même quand j'écris des livres 50 ans après, cette formation scientifique me marque encore. Certains m'ont parfois reproché d'écrire des livres comme un ingénieur. Bon, c'est un peu bête, ce sont des jaloux, laissez-les tomber. Donc, c'est vrai que j'ai un grand souci de ne pas perdre le lecteur. Tout de même, ça c'est une sacrée qualité, non? Toujours l'idée, oui, de perdre. Je privilégie cette expérience de la perte dans le roman. Mais je n'écris pas là des romans, j'écris des essais, justement, des essais qui peuvent être érudits, et alors il y a donc ça. Et puis alors l'autre expérience, c'est l'enseignement. Comme j'ai dit, j'enseigne à l'université depuis 1975, ce qui doit faire quelque chose comme 47 ans. Et alors je ne savais pas que quand j'ai commencé, je ne savais pas que l'enseignement était, je crois qu'on peut utiliser le mot de vocation, quoi. Parce que j'ai été heureux là aussi dans l'enseignement. Je savais pas, on le sait pas, ces choses-là. Puis enseigner, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas. Merci de le dire, effectivement. On le découvre sur place. Moi, je me suis retrouvé quand j'avais 25 ans, en 75. J'avais une charge de cours à l'université. Je me suis retrouvé devant une centaine d'étudiants, jetés devant eux comme ça. Alors l'expérience qu'on a, c'est celle d'avoir été élève, d'avoir été étudiant. Et on sait très bien quels étaient les professeurs, oui, les bons et les mauvais. Ceux qui étaient chahutés, ceux qui n'étaient pas. Voilà. Bon, j'évoquais Laurent Schwartz, j'évoquais Michel Foucault, j'évoquais Laurent Barthes. Bon, j'ai eu quelques professeurs immenses. Donc, c'est ça la formation. Donc, quand on sait qu'on a su repérer qui étaient les professeurs ennuyeux, parce qu'il y en avait, hein, comme dans tous les métiers, hein, il y a des gens qui sont meilleurs et des gens qui sont moins bons. Et donc, moi, j'ai découvert que j'aimais enseigner, mais je le savais pas. Que j'aimais bien qu'à la fin d'un de mes cours, les gens se sentent plus intelligents. C'est ça l'idée. Hein. C'est l'idée que, au fond, de pas décourager, qui sortent de là avec. J'insistais toujours sur ça aussi, qui sortent toujours avec plus de questions que de réponses, mais des questions bien posées. Là, c'est l'histoire du rabbin et de Moïse. Pourquoi réponds-tu à mes questions, dit Moïse, par d'autres questions, et le rabbin dit oui, pourquoi? Oui, voilà. Et c'est-à-dire que j'ai toujours pensé qu'il fallait qu'ils sortent sans avoir les conclusions, quoi. Mais une série de nouvelles questions. Questions, c'est-à-dire qui sortent, comme je disais dans un de mes livres, que la morale, l'enseignement, c'était la perplexité. Puis dans un de mes derniers cours du collège, je disais que
l'art du professeur, c'était l'art de la déception. Hein. Il doit décevoir puisque il ne donne pas les réponses. Il ne donne pas les réponses, mais laisse les étudiants ou les élèves sortir du cours avec de nouvelles questions et plus intelligent de poser ces nouvelles questions. Voilà, donc ça veut dire que je n'ai jamais privilégié l'idée qu'un cours devait être obscur et qu'il était meilleur s'il était plus obscur. Et bon, donc je pense que c'est un peu la même chose dans les livres. Oui. Il ne faut pas non plus que ça tombe dans la banalité et dans la platitude, hein. Mais l'idée que, comme un cours, le lecteur doit être récompensé tout de même à la sortie du livre, que ce ne doit pas être une torture. Ah non, c'est un vrai plaisir et je recommande chaudement ce livre d'Antoine Compagnon, Proust du côté juif, livre dont nous allons maintenant parler et qui s'appuie, si vous me permettez, je vais la citer tout de suite, sur une phrase que l'on attribue à Marcel Proust et qui est peut-être un des fils rouges de votre enquête. Je dirais pas le fil, il y en a plusieurs, mais il n'y a plus personne, pas même moi, puisque je ne peux me lever, qui aille visiter le long de la rue du Repos le petit cimetière juif où mon grand-père, suivant le rite qu'il n'avait jamais compris, allait tous les ans poser un caillou sur la tombe de ses parents. Alors Antoine Compagnon, c'est au moins quand même la clé qui vous a donné l'idée de construire ce livre. Oui, c'est le point de départ. Parce que cette phrase, je la connaissais depuis toujours. Elle est citée dans tous les livres sur Proust et elle me tracassait donc depuis au moins 20 ans ou 30 ans. Parce que personne ne savait, maintenant on le sait, à qui Proust avait écrit cette phrase, dans une lettre vraisemblablement, et quand, à quel âge, dans quelles circonstances. Et cette phrase est importante puisqu'elle décrit, il n'y a pas de phrase plus explicite, le rapport de Proust à la judéité et le rapport de sa famille, puisqu'il s'agit de son grand-père, il s'agit de cette tradition de poser un caillou sur la tombe lorsqu'on va au cimetière, et il faut donc se représenter. Pour moi, j'aimais beaucoup cette scène. Je me représente cette scène. C'est le petit Proust allant au Père-Lachaise, puisqu'il s'agit d'un caveau qui est dans le carré juif du Père-Lachaise. Quand Proust y allait enfant, ce carré juif était encore entouré de murs. Hein. Oui. Et il allait avec son grand-père. Peut-être même portait-il une kippa. Hein, pourquoi pas, hein, et que son grand-père lui faisait poser un caillou sur la tombe de son propre père, de l'arrière-grand-père de Proust. Et le petit garçon demandait à son grand-père pourquoi on pose un caillou, et son grand-père ne savait pas répondre. Et alors, dans les livres sur Proust, il y a des gens qui disent le grand-père ne savait pas répondre. Vous voyez que cette famille était déjudaïsée, coupée de ses traditions. Bon, ce qui est absurde, puisque quand on interroge des amis juifs, ils ont tous des opinions différentes sur le sens du rite. Donc le grand-père lui disait on pose un caillou, mais je sais pas pourquoi, on a toujours fait ça. Ça reste une fidélité. Je me souviens d'un film de Chantal Akerman dans lequel il y avait cette anecdote du rabbin qui prie au pied d'un arbre, de son fils qui prie auprès de la forêt, de son petit-fils qui prie tout court, et à la fin des fins, le dernier descendant ne sait plus quel est l'arbre, la forêt, la prière, mais il connaît l'histoire et Dieu continue à l'entendre. Voilà, donc moi je voyais plutôt dans cette phrase un témoignage de fidélité, plutôt qu'un témoignage de déjudaïsation. Et donc, il fallait enquêter sur cette phrase pour vérifier cela, parce que aujourd'hui, il y a beaucoup d'interprétations de Proust qui disent qu'il y avait chez Proust une honte d'être juif, une haine d'être juif, voire un antisémitisme, et
Et ça me paraissait un anachronisme. Et donc, pour redresser cet anachronisme, il s'agissait de creuser cette phrase. Et il y avait deux chemins, c'est pour ça que c'est pas le seul fil, il y avait deux chemins pour essayer de comprendre cette phrase. Un, enquêter sur la famille, sur ce caveau. Et bon, il y a une longue enquête sur ce caveau, j'ai trouvé qu'ils étaient 13 dedans, ce qui est énorme, et bon, j'ai enquêté sur les 13, pour voir qui étaient ces 13, dont on n'avait jamais entendu parler. Pour la plupart, dans les biographies de Proust, personne n'avait entendu parler de tous ses cousins et ses cousines de Jeanne Weil, la mère de Proust, puisqu'il faut peut-être ajouter pour les lecteurs, les auditeurs, que Proust est né d'un mariage mixte. Sa mère s'appelle Jeanne Weil, son père c'est le professeur Adrien Proust qui vient d'Illiers, donc de la Beauce, de la campagne française, tandis que sa mère est donc de la troisième génération d'une famille qui est venue d'Alsace après la Révolution française, lorsque la citoyenneté française a été donnée aux Juifs. La famille est venue d'Alsace, s'est installée à Fontainebleau pour faire de la porcelaine, et puis à Paris pour faire fortune. C'est donc le grand-père de Jeanne Weil, l'arrière-grand-père de Proust, qui a fait fortune, qui s'appelle Baruch Weil. Donc il y a une enquête sur la famille qui, je crois, est très intéressante, parce qu'elle montre une histoire d'assimilation en 4 générations. Baruch, l'arrière-grand-père, Nathé, le grand-père, Jeanne Weil, la mère, et Marcel Proust. Donc il y a cette histoire de ces 4 générations qui est prodigieusement intéressante parce que ça couvre tout le 19e siècle. Et quand on va, puisqu'il y a le musée d'art et d'histoire du judaïsme, où il y a l'exposition en même temps, beaucoup des documents que j'ai trouvés dans le livre, on les voit aussi à l'exposition, et cette histoire est vraiment bien représentée. Là. Deuxième versant de votre enquête, la presse. Alors voilà. Et alors l'autre fil, pour essayer de comprendre le rapport de Proust à son identité juive, c'était de s'intéresser à ce qu'on appelle aujourd'hui la réception de l'œuvre de Proust dans la communauté juive. Et notamment, je me suis rendu compte que dès la mort de Proust, il y avait un certain nombre de jeunes juifs qui s'était emparé de Proust, et c'était un constat intéressant, c'est dans le milieu sioniste. Les premières nécrologies, les premiers articles donc, qui revendiquent Proust comme juif, qui soutiennent que son ascendance juive compte dans l'œuvre, ce sont Georges Kataoui, une nécrologie de décembre 22, écrite la semaine après la mort de Proust, et André Speer, une nécrologie qui est écrite la même semaine après la mort de Proust et qui est publiée en mai 23, en plus en anglais dans The Jewish Chronicle, qui est le principal journal en langue anglaise de l'organisation sioniste. Donc c'est dans ces milieux-là que l'on s'est réclamé de Proust. Cela coïncide avec un moment de ce qu'on a appelé le réveil juif ou la renaissance juive, le développement d'une culture juive, d'une littérature juive, alors que pendant le même temps, dans la communauté juive officielle, parisienne, le consistoire, l'Alliance israélite universelle, dans tous ces milieux, il n'est pas question de Proust, puisque Proust... il est le rejeton d'un mariage mixte, il est baptisé. Et la judéité est inséparable de la religion. En même temps, comme dirait l'autre, il est juif par sa mère. Alors en même temps, il est juif par sa mère. Et alors l'autre déclaration de Proust, c'est celle de la lettre à Montesquieu en 1896, au moment de l'affaire Dreyfus. Robert de Montesquieu a tenu des propos antisémites la veille au soir, et Proust lui écrit « Si je n'ai pas répondu hier à ce que vous m'avez demandé des Juifs, c'est pour cette raison très simple. Si je suis catholique comme mon père et mon frère, par contre, ma mère est juive. » Alors, cette phrase est très importante. Vous l'avez remarqué, Proust dit « par contre ». Moi, à l'école primaire, on m'avait appris à ne pas dire « par contre ». S'il dit par contre, c'est donc vraiment pour s'opposer, plus que pour prendre une en revanche. Voilà. C'est tout à fait ce par contre est tout à fait délibéré. Il s'agit de s'opposer fermement.
Et quand Proust dit par contre ma mère est juive, évidemment ça veut dire que aussi bien pour les juifs que pour les antisémites, il est juif. Donc quand Montesquieu lit ça, Proust est juif pour lui. Le baptême, ça ne change pas grand-chose dans cette histoire. Antoine Compagnon, il y a dans votre livre des pages absolument passionnantes d'analyse du style de Proust dans ses liens avec le judaïsme. Il y a notamment des antisémites et des juifs qui disent « Ah mais Proust est juif parce qu'il écrit des phrases longues » et d'autres qui disent « Mais pas du tout, le judaïsme c'est au contraire la science de la phrase brève ». Je trouve ça absolument amusant. Voilà. Alors oui, et il y a cette idée que Proust aurait un style juif, un style rabbinique, un style talmudique. C'est ça. Alors c'est une idée qui apparaît vers 1925. Le premier qui l'exprime fermement n'est pas l'un de ces jeunes lecteurs sionistes, c'est Denis Seurat, qui est une espèce de mystique, de kabbaliste, et qui interprète de la sorte une analyse du style de Proust dans un des premiers livres de Proust de Léon Pierrequin qui est juif, mais qui lui, précisément considère que la judéité de Proust n'a aucune importance dans son œuvre. Il est de ceux qui disent non, Proust n'est pas du tout marqué par cette ascendance, et il fait une analyse du style. Cette analyse du style, il la rapproche du style du XVIIe siècle, du style familier de Saint-Simon ou de Madame de Sévigné, et il parle de ces longues phrases, de ces phrases à rallonge. Denis Seurat débarque là et dit ben non, c'est le style de la Kabbale, c'est le style du Talmud, c'est le style rabbinique. Et les jeunes sionistes s'en emparent. Ils sont très contents de trouver cette trace. Il y en a un dans l'oreille de qui ça ne tombera pas pour rien, c'est Albert Cohen. Albert Cohen reprend cette idée. Il cite longuement ses commentaires de Denis Seurat dans la Revue Juive en 1925. Et au fond, ça les enthousiasme qu'on puisse trouver que Proust a un style juif. Le problème, c'est tout de même de se demander pourquoi il aurait un style juif, puisqu'il n'a aucune culture juive. Voilà. Et qu'est-ce que c'est ? Je serais tenté de pasticher le personnage du dernier métro du metteur en scène juif qui dit « Qu'est-ce que c'est avoir l'air juif ?» Oui. Alors, eux, à ce moment-là, ça les gêne pas trop. Albert Cohen parle d'esprit juif. Proust a un esprit juif. Alors, c'est bien joli, mais est-ce que ça revient pas à une sorte d'essentialisme qui ferait que Proust a une mère juive, donc il écrit juif. Bon, un peu plus tard, ceux qui en douteront diront que Proust n'a vraisemblablement aucune culture post-biblique, comme ils disent, c'est-à-dire aucune culture talmudique ou kabbaliste. Bon, il est probable que quand il allait chez son grand-père, dans le fameux 40 bis rue du Faubourg-Poissonnière, chez Natéveil, il y avait un minimum de livres qu'il a pu lire là, notamment le livre de morale de son grand-oncle, Gottschow-Weil, Les matinées du samedi, puisque c'était une famille qui, en 4 générations, comme je disais, c'est l'histoire d'une assimilation. À la génération de Natéveil, ils étaient encore très religieux, observant. Très engagé dans toutes les œuvres du consistoire, les œuvres de bienfaisance, les écoles. Bon, un des oncles dirigeait l'hôpital Rothschild, et le premier directeur de l'hôpital Rothschild. Donc la famille était vraiment l'une des premières familles du consistoire de Paris, la famille Weil, sans aucun doute. Proust avait, un minimum de bagages qui passaient par cette famille, mais de là à avoir une culture talmudique ou kabbaliste, il y a un grand pas que l'on ne peut pas franchir, puisque nous n'avons absolument aucune preuve, aucune évidence qu'il ait eu accès à quoi que ce soit d'une culture post-biblique. Bon, il connaît la Bible, mais aussi bien la Bible juive que la Bible chrétienne. Alors, autre lien que vous analysez dans votre ouvrage, Antoine Compagnon, c'est le lien entre le judaïsme et l'homosexualité. Alors, bon, c'est un lien que Proust fait lui-même. Tout Sodome et Gomorrhe 1,
la longue dissertation sur la race détente ou la race maudite compare ces deux, ces deux groupes de parias dans la société qui doivent dissimuler leur être, leur identité dans la société contemporaine. Bon, tout ça, c'est un passage très ambigu, puisqu'en même temps, on a cette métaphore botanique dans Sodome et Gomorrhe, dont on a dit que, d'une certaine manière, elle naturalisait l'inversion. Hein, puisque l'inversion sexuelle, on la trouve, ou on trouve quelque chose qui ressemble chez les plantes. Donc c'est dans la nature. Oui. Et donc il y a à la fois une sorte d'apologie, puisque c'est naturel, et puis il y a en tout cas de dédramatisation. Dédramatisation. Et puis il y a cette grande conscience de la malédiction, qui coïncide avec les deux grands procès, Dreyfus et Oscar Wilde. Hein. Et les deux sont... Alors, on ne peut pas dire que c'est absolument original de comparer le procès d'Oscar Wilde et le procès de Dreyfus, mais c'est sur cette analogie que Proust fonde toute cette dissertation sur ce qu'il appelle l'inversion, puisque c'est le nom qu'il donne à cette époque. Alors vous évoquez même un auteur contemporain qui, lui, a même échafaudé une hypothèse à laquelle vous n'accordez pas beaucoup de crédit, semble-t-il, selon laquelle, en fait, le père de Proust était lui-même homosexuel et avait épousé Madame Weil parce que son beau-père était son amant, ou qu'il était l'amant de son beau-père. Alors là... Plutôt l'amant de l'oncle. Oui, de l'oncle, pardonnez-moi. L'oncle Louis Weil, bon, c'est du délire. C'est de la fiction. Oui. C'est inqualifiable de se tenir des choses comme ça, parce qu'il n'y a pas le moindre début d'indice qui nous indique... Et alors l'auteur dirait, vous voyez, c'est bien la preuve, vous savez, avec les complotistes... Voilà. Oui, c'est du complotisme. C'est du complotisme. Donc, en revanche, ce que je soutiens comme hypothèse dans ce mariage mixte, puisque ce mariage mixte n'avait jamais été expliqué, et à la génération de Jeanne Weil, l'arrière-grand-père avait eu 13 enfants, ce qui est énorme. Ce qui veut dire que Jeanne Weil a beaucoup de cousins et de cousines. Voilà. Hein, la mère de Proust a beaucoup de cousins et de cousines, et sur cette grande famille de cousins et de cousines, il y a seulement 3 mariages mixtes. En tout et pour tout, il y a 2 mariages mixtes d'un frère du grand-père, qui est architecte de l'État à Beauvais, et puis il y a le mariage mixte de Jeanne Weil. Et alors... ce que j'ai pu montrer, c'est que un certain nombre de la génération de Nathé-Weil étaient francs-maçons. Et ça a évidemment une importance considérable, en particulier le frère aîné des enfants, donc de Baruch Weil, le frère aîné de Nat Weil, qui s'appelle Gotcho, qui était un membre très important du consistoire, qui est l'auteur de ces matinées du samedi. Il était en même temps un notable de la franc-maçonnerie, du rite écossais, c'est-à-dire de ceux qui sont véritablement déistes dans la maçonnerie, et il n'y avait aucune incompatibilité entre être un membre important du consistoire et un membre important du rite écossais. Bon, c'est le cas d'Adolphe Crémieux. Adolphe Crémieux, ministre de la Justice en 1848. Bien connu. Ministre de la Justice en 1848, ministre de la Justice en 1870, responsable du décret Crémieux qui a donné la citoyenneté française aux Juifs d'Algérie. Il a été président du consistoire et il était le grand maître du rite écossais. Et je fais l'hypothèse que le mariage mixte s'explique par la franc-maçonnerie. Le mariage mixte, on peut pas avoir la preuve parce qu'on n'a pas les documents. Les documents de la maçonnerie ont pour une bonne partie disparu sous l'occupation. Et j'ai la preuve pour Gotcho, puisqu'il figure dans des comptes rendus de séances du rite écossais dans les années de la monarchie de Juillet, donc on voit qu'il est déjà responsable, mais il est tout à fait, quasi évident que Nathé-Weil était franc-maçon,
que Moïse Weil, l'architecte de Beauvais, dont 2 filles font des mariages mixtes, était franc-maçon. Et qu'Adrien Proust l'était aussi. Et qu'Adrien Proust, qui est un grand notable de la Troisième République. Oui. Adrien Proust, il était un peu le directeur de la santé de la Troisième République. Je dis, s'il y avait eu le Covid à l'époque, c'est lui qu'on aurait vu à la télévision tout le temps, à la place du professeur Salomon. C'était lui qui avait la chaire d'hygiène publique à la faculté de médecine de Paris. Oui, c'était un grand notable de la Troisième République. Donc les rapports avec la maçonnerie ne sont pas surprenants. Et l'une des preuves les plus incontestables de l'appartenance du grand-père de Proust à la franc-maçonnerie, c'est le fait qu'à sa mort en 1896, il se soit fait incinérer. Ce qui est proprement blasphématoire et scandaleux. Un juif ne se fait pas incinérer, surtout en 1896. Un chrétien non plus, et un musulman non plus. C'est une pratique tout à fait nouvelle. Elle a été introduite en France seulement en 1889. On connaît tous le crématorium du Père-Lachaise, qui est une sorte de basilique républicaine. Et il a été construit en 1892, donc c'est tout neuf quand le grand-père de Proust se fait incinérer. Se faire incinérer, c'est vraiment une déclaration de libre pensée à ce moment-là. Antoine Compagnon, le temps a filé à la vitesse d'un cheval au galop, au fond, comme une phrase de Stendhal. Donc nous devons, hélas, nous séparer. Mais je vous remercie beaucoup et j'espère que toutes vos analyses auront donné à nos lecteurs le désir de vous lire et de lire Proust du côté juif, paru chez Gallimard dans la collection Bibliothèque illustrée des histoires, et vos livres un peu plus anciens aussi, je pense au Chiffonnier de Paris, mais je ne peux pas citer toute votre œuvre. En tout cas, merci infiniment et nous vous souhaitons une excellente soirée. Eh bien, merci beaucoup de votre visite et de m'avoir permis de parler de tout cela.